Tout d'abord, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le petit retard, mais j'étais à l'heure. J'étais à l'heure. Oui, parce que je viens d'un petit village qui s'appelle Ono, près de la grotte de Spie. Et à mon avis, dans de la préhistoire, on n'avait pas encore le GPS. Donc voilà, je suis finalement là. Effectivement, je viens ici pour parler du livre « À petit moment de grâce », donc de parler de l'écrivain et non pas de l'animateur et toutes les belles choses que l'on connaît de M. Jacques Mercier. Au départ, je voulais vous lire quelques passages du livre, mais lire un haïku se fait dans une ambiance assez particulière et je ne me voyais pas de le faire, donc je préfère échanger avec Jacques sur le livre et vous parler de la création de celui-ci. Il faut savoir qu'au départ, quand Jacques est venu me trouver pour parler de ce projet de livre, évidemment, on ne dit pas non. Quand M. Jacques Mercier vous propose un projet, on est plutôt impressionné et ça s'est passé très très bien. Ils m'ont invité, lui et sa fille Claire Van der Skuren, qui illustre le livre, chez Claire, et donc j'ai été vraiment éblouie par toutes ces illustrations. Puis il m'a expliqué le projet. Je savais ce qu'était un haïku, poème japonais, mais pas réellement comment cela se composait. Donc c'est là où j'en viens, c'est vraiment de poser la première question à Jacques, de nous expliquer ce qu'est un haïku. Alors, merci Sandra. Un haïku, c'est un poème évidemment d'origine japonaise, comme sa sonorité l'indique. C'est pas très ancien, ça date du XVIIe siècle et ça a beaucoup de caractéristiques au Japon. Alors on l'adapte un peu en français. Évidemment, il faut 3 vers, il faut un premier vers de 5 pieds, puis un de 7, puis un de 5. Ce qu'il faut surtout, c'est 2 idées différentes qui s'entrechoquent ou qui se synthétisent à la lecture des 3 vers. Donc 5, 7, 5. 2 idées qui peuvent être de préférence une idée précise, quelque chose qui arrive, et quelque chose de plus abstrait. Normalement, c'est ça. Et puis aussi, les Japonais ont beaucoup écrit des haïkus sur les saisons et sur le quotidien, les saisons. Donc, il y en a un très célèbre qui est de Basho, qui est le premier maître des haïkus, qui disait ceci, c'est traduit donc, je ne le dis pas en japonais. Le vieil étang, le plongeon d'une grenouille, le bruit de l'eau. Voilà, ça doit vous faire penser à autre chose, vous plongez, si je puis dire, dans quelque chose d'autre. Et quelqu'un d'autre a dit, le haïku se lit comme on regarde un tableau. J'aime beaucoup ça aussi. Il dit que dans le haïku, le poète est peintre parce qu'en plus des couleurs, des sons, des parfums, il ajoute des saveurs philosophiques, justement. Alors, pourquoi, oui, donc le haïku vient de là. Pourquoi avoir utilisé tout à coup ces haïkus? J'ai retrouvé la date de mon premier haïku, c'était le 1er septembre 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été tout à coup séduit, bizarrement, par les haïkus d'Herman van Rompuy. J'ai trouvé très étonnant qu'un homme politique de son envergure écrive des poésies. Je trouvais ça très rassurant pour la classe politique même, je dirais. Et donc je l'ai acheté, je l'ai lu, et je me suis tout à coup rendu compte, alors que tous les matins, bon, je fais une petite parenthèse, tous les matins, j'écris un petit mot optimiste, disons, pour que les personnes qui se lèvent après moi, parce que je mets ça à 5 heures du matin, parce que j'ai pris l'habitude de me lever à 5 heures du matin depuis 30, 40 ans à peu près. Donc je mets un petit mot optimiste, et quand j'ai lu ces haïkus, je me suis dit, bien, je vais remplacer ce mot optimiste, le ciel est bleu, le soleil va se lever, soyez heureux, qui était plutôt banal, par un poème. Et donc, je me suis rendu compte que la brièveté du poème, le lieu où c'était mis, donc les réseaux sociaux, où c'était mis, permettait évidemment de
si pas les comprendre, en tout cas les apprécier, les aimer, être séduit par un mot ou l'autre, et en tout cas l'optimiste. J'ai répondu. Oui, tout à fait. Mais je voulais justement savoir tes références en matière de haïku. Est-ce que tu t'es inspiré d'autres personnes que notre cher ministre ou c'est venu... Non, pas du tout. J'en ai lu. Il y en a pas des tonnes. Hein, il n'y a pas beaucoup de volumes de haïku. J'ai lu ça. J'ai lu toute l'histoire du haïku avec tous les grands auteurs japonais. J'ai vu que depuis un siècle à peu près, un peu plus maintenant, certains auteurs français, comme Paul Claudel, ont écrit des haïkus, mais accessoirement, je dirais, à l'intérieur, par exemple pour Claudel, c'est à l'intérieur d'un recueil beaucoup plus important de poèmes plutôt classique, et tout à coup, il avait aussi découvert les haïkus, il s'est dit, je vais essayer, il l'a fait. Il y a des classes où ça se fait maintenant. Alors bon, depuis que j'en écris, je me suis aperçu que, en particulier sur les réseaux sociaux, il y en avait beaucoup. Parce que quand on met hashtag, ce mot déplorable, hashtag haïku, forcément on tombe sur tous ceux qui écrivent des haïkus, et il y en a pas mal, et parfois c'est bien, parfois ils ne suivent pas 5, 7, 5, et ça n'a pas tellement d'importance, chacun fait sa propre poésie, il n'y a pas de règlement, on ne va pas être puni si on ajoute un vers, mais moi j'y tiens un peu. L'intérêt aussi du haïku tel qu'il est là, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de rime. On n'a pas besoin de rime. Donc, on n'a pas cette obligation d'amour toujours, etc., etc. Donc, on peut se laisser aller. Et puisqu'on a vu mon ami Salvatore, qui dit toujours des choses si gentilles et qui me les écrit parfois, j'ai encore eu il n'y a pas longtemps un SMS très long du Thalys où il trouvait qu'on ne se voyait pas assez, et il dit, comme on a notre âge, vous savez qu'on a 15 jours de différence, comme on a le même âge, il se dit, on va quand même se dire qu'on s'aime avant de mourir. Bon, donc il le dit, voilà, comme ça tu l'as par écrit, si je meurs le premier, bon. Et il faut avoir la dérision de la mort aussi. Et oui, donc Salvatore, je l'ai beaucoup raconté, j'ai assisté à la naissance de Tombe la neige, on était étudiants tous les deux, et je lui avais rendu visite un soir dans son code d'étudiant à Tournai, et il était occupé de composer une chanson, il me dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'était le début de Tombe la neige. Bien sûr, depuis lors, je me suis dit que si j'avais dit c'est mauvais, il n'aurait peut-être pas eu 1500 versions au Japon, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu, mais c'était très bon, donc il n'y avait rien à dire. De toute façon, comme il a dit, je suis gentil, j'aurais jamais dit que c'était mauvais si je le pensais. Et ce qu'il ne savait pas, ni moi à l'époque, c'est que c'était en haïku et que c'est pour ça que ça a eu un tel succès au Japon. Je devrais un peu faire ça, hein, mais je suis désolé. Tombe la neige, ça fait 5, tu ne viendras pas ce soir, ça fait 7. Et c'est pour ça sans doute que ça a sonné si bien dans les oreilles des auditrices et des auditeurs japonais. Alors, voilà, les mots sont là, mais on constate dans le livre, et c'est un plus, les illustrations de Claire van der Schuren. Et donc je voulais demander pourquoi ce choix, pourquoi avoir illustré le livre plus que de laisser un livre seulement sur des haïkus. Oui. Claire a vécu, il y a eu un fiancé pendant 2-3 ans au Japon, un maître yoga. C'est parce que je dois être court, sinon j'aurais bien raconté sa première visite à la maison, parce qu'il est venu se présenter, c'est la première fois qu'il sortait du Japon, il était impressionnant, avec une tête de japonais, vraiment, le gars, il ne parlait pas français, un peu anglais, et moi évidemment, ni l'anglais ni le japonais, et ma fille qui me connaît bien avait dit, écoute, c'est une famille très traditionnelle, ne commence pas à déconner, à dire n'importe quoi, parce que ça va être terrible. Et j'ai pas pu m'empêcher, vers la fin du repas, de dire, mais au fond, quel mot japonais on connaît, nous? Et alors je suis parti dans Zen, où
déjà, zen, c'est religieux pour eux. Hein. Nous, c'est devenu à l'aise et tout, mais là, c'était religieux. Donc, je voyais, donc ma fille faisait comme ça dans le fond. Et puis, j'ose appeler... Non, je ne vais pas vous le raconter, vous allez... C'est trop tard. Bon, alors j'ai continué avec les mots japonais. Et puis, je suis arrivé à Hiroshima et Nagasaki. Et là, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Mais j'ai honte, hein, mais bon. Ils ne sont pas restés ensemble, donc je n'ai pas dû m'excuser. Ce n'était pas à cause de ça. Bon, alors, comme Claire avait pris des croquis formidables, parce qu'elle est artiste dans tous les... Enfin, elle est artiste... complète, je dirais, multimédia, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'elle peut sculpter, elle est paysagiste de jardin en particulier, enfin, etc. Donc, elle avait des croquis que j'avais vus, et comme ces haïkus étaient japonais, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me faire une couverture? Je ne pensais qu'à la couverture. Elle a dit oui, mais alors il faut que je les lise. Donc, je lui ai passé les quelques centaines de haïkus que j'avais à l'époque. Et alors, non seulement elle les a lus entièrement, mais c'est elle qui les a triés finalement. Elle a dit, ben, ça colle avec ça, ça tu l'as fait à un autre moment et ça colle avec ça. Elle m'a demandé la permission de les agencer et de faire un choix qui est très difficile pour l'auteur lui-même. Et donc, elle a fait ce choix, un premier choix, par saison. Printemps, été, etc. Et puis ceux qui étaient, par exemple, il y avait beaucoup de haïkus autour du thé que je bois tous les jours, donc la cérémonie du thé, etc. Bon, il y avait des haïkus là-dessus, elle en a fait un petit chapitre. Et puis elle a dit, écoute, si c'est possible, je ne sais pas si on en a parlé déjà avec Sandra ou si c'est après, on s'est dit, mais pourquoi pas faire plus d'illustrations? Vas-y, dessine et peins pour les haïkus que tu vois. Ce qu'elle a fait, donc, c'est devenu ça, et c'est devenu aussi, dans la foulée, un thé qui s'appelle Un moment de grâce, parce qu'il y a sur Instagram comment on appelle ça, une hôtesse de thé, je ne sais pas comment on appelle, quelqu'un qui fait tout le thé, mais qui fait les mélanges et tout ça. Chaque ingrédient. Voilà. Ça porte un nom particulier. Oui. Je pense que c'est hôtesse, mais je ne suis pas sûr. Elle a dit, si ça vous intéresse, je peux imaginer une saveur de thé, d'un mélange de thé, qui serait un petit moment de grâce. Car un petit moment de grâce, qui est un des vers de la première page ou de la deuxième page des haïkus, c'est aussi boire un thé, un petit moment de grâce. C'est aussi n'importe quoi, c'est le bonheur. Un petit moment de grâce, c'est être heureux pour n'importe quelle raison. En parcourant le livre, je vois la préface de Roger-Pierre Turin. Est-ce que c'est un choix personnel ou c'est lui qui est venu à toi, qui a déjà découvert le livre ? Alors, c'est un concours de circonstances, mais Roger-Pierre Turin, que Renaud Denuy a peut-être connu à la RTBF, il s'occupait du service de presse il y a très très longtemps. Son hobby, c'était les tableaux, les critiques. Il est le plus grand, le meilleur critique de la Libre Belgique. Et quand Claire m'a fait les premiers tableaux et les a illustrés, je lui ai envoyé ce qu'on avait en disant, bon, on ne s'est pas revu depuis longtemps, mais toi qui es critique, dis-moi, est-ce que ça tient la route? Qu'est-ce que tu en penses? Et il a dit, non seulement j'en pense du bien, mais si tu veux, je vais t'écrire la préface du livre, et si tu veux, je peux te trouver une galerie d'art où elle pourra les vendre. Donc la galerie d'art, ça ne s'est pas fait ici à Bruxelles parce que, hélas, le gars qu'on avait vu est mort entre-temps, pendant la pandémie. On a eu une autre galerie, bref, ça traînait. Et actuellement, je résume, actuellement, et dans les jours qui viennent, ces tableaux qui sont donc dans le livre seront mis sur une galerie d'art américaine, sur le net, grâce à une amie que j'ai là-bas et qui était très intéressée. Donc, ça aura plutôt une vocation internationale. Donc, ça n'en finit pas de faire des ronds dans l'eau, ce caillou qu'on a acheté quelque part.
Oui, et tu parlais des différentes saisons. Est-ce que tu as pour toi une saison préférée parmi les différents haïkus? C'est celle qu'on vit depuis toujours, c'est l'automne parce que je suis né en automne. J'imagine que ça a quelque chose à voir. J'aime beaucoup. J'étais ce matin encore dans les bois près de chez moi, tapissé de feuilles mortes. C'est un bonheur absolu pour moi et l'odeur de l'humus en automne est très particulier. Enfin, chacun aime ce qu'il veut, mais oui, la question c'était la saison préférée, l'automne. Oui, l'automne, j'ai répondu. Non, mais c'est par rapport aux haïkus, oui. si tu avais vraiment... Oh ben, les haïkus, c'est difficile. Ce qui est important pour n'importe quel poème, je crois, même les plus abstraits, les plus abscons, Renaud, pour n'importe quel poème, ce qui est important, c'est que pour l'auteur autant que pour le lecteur ou la lectrice, ce qui est important, c'est alors je vais parler pour l'auteur, c'est d'avoir à nouveau des frissons ou une émotion ou se rappeler. Il y a des haïkus, quand je les relis, quand je vois un haïku, je peux presque dire exactement à quelle heure et quel jour je les ai écrits parce que je vois très bien ce qui m'est arrivé dans la tête pour pouvoir mettre ces mots. Alors, depuis quelque temps, je les mets sur mon téléphone, évidemment, le matin tôt, et puis je les recopie. Enfin, j'en fais 3-4 par jour depuis 2018. Un peu comme Amélie Nothomb avec ses romans. Elle en fait 3-4 par an, elle en prend qu'un, et puis on va voir ce que ça va donner après. Donc peut-être qu'il y aura un tome 2. Je ne sais pas. Je ne sais jamais ça. Mais peux-tu nous parler un peu plus de Claire? C'est pas la première fois que tu collabores avec Claire. Alors, parce que là, ses dessins sont complètement différents de ce qu'il faisait avant, enfin, de ce que vous avez fait auprès. J'ai une caractéristique, puisqu'on est un peu au bilan de ce qu'on fait dans la vie et tout, c'est d'avoir voulu ou demandé faire des créations avec chacun des 5 enfants. J'en ai 3, ma femme en avait 2 petits quand ma deuxième femme, ma première, est morte. Ma deuxième femme, elle avait 2 petits que j'ai donc élevés de la même façon. Je croyais que c'était fini, ils étaient déjà plus grands. Je me dis, ouf, terminé. Et puis voilà, je tombe coup de foudre. Et elle en a 2 petits. Bon, je ne peux pas non plus pas les prendre. Hein. Donc, j'ai continué et ça a toujours été merveilleux, c'est les 5. Donc, à un moment donné, selon les circonstances, j'ai collaboré avec l'un puis avec l'autre. On a fait des livres ensemble, on a fait des spectacles de jazz avec un des miens qui est saxophoniste de jazz. J'ai fait des livres sur les espaces verts à Bruxelles avec l'aîné qui est architecte. Et c'est intéressant. Et j'ai même fait un livre avec mes petits-enfants. Alors j'en ai 13 et un arrière-petit depuis 2 mois. On a fait un livre qui s'appelle Papy, tout bêtement, où j'avais une série de poèmes qui illustrait la montée de la vie, de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Vous me faites signe quand vous trouvez que... Oui, on va pouvoir écouter la poésie. D'accord. Oui. Je termine ceci et... Parce que vous ne me faites pas signe, alors nous, on est parti. Oui, et donc... c'est un autre éditeur qui se trouve être un cousin qui vit à Moucron, entre Moucron et Tournai, qui m'avait demandé un jour si j'avais quelque chose à publier dans ses collections. Et donc, j'ai demandé aux parents de ces 13 petits-enfants de rechercher dans leur enfance un dessin qu'ils aiment. Vous savez comment on fait, on garde ça dans une farde quelque part, une chemise ou une farde en Belgique quelque part, et donc de me proposer quelques-uns et on fera un tri avec l'éditeur. Et l'éditeur a eu encore une autre idée supplémentaire, donc on a choisi pour chacun, alors on a mis à tel âge, avec papier craft, etc., comme on fait pour les livres d'art, et puis il a demandé, parce que ça c'est tous petits, on a demandé à l'endroit où ils sont maintenant, à l'âge où ils sont, donc il y en a qui ont déjà 20 et des ans,
de me dessiner, moi, ou de me représenter maintenant. Donc, j'ai des petits gribouillages avec 2 points du plus petit ou de la plus petite, et j'ai un truc électronique de l'aîné qui est dans l'électronique, l'aîné de mes petits-enfants. Donc, c'est assez passionnant, ça s'appelle Papy, ça peut se lire dans divers trucs. Tout ça pour dire que j'avais fait des choses avec tous les enfants. Merci Sandra. Voilà. Merci. Chers amis de la langue française, c'est un plaisir de pouvoir dialoguer avec Jacques Mercier sur une partie peut-être méconnue du grand public, tout ce qu'il a fait en faveur de la langue française. Alors déjà, comme le petit article que j'avais écrit pour Jacques dans Le Non-dit, je n'ai pas cherché des titres, je me suis inspirée de ses propres titres. Et donc, les 5 questions que je vais lui poser, eh bien, sont placées sous un titre à lui, de la Belle Ouvrage, un article de la Libre Belgique de 2006. Un autre article commence comme titre « Incipit ». Ce sera notre première question. Jacques explique que incipit dérive du latin, incipere veut dire commencer. Et donc l'incipit, c'est la première phrase, notamment des romans. Vous connaissez tous longtemps, je me suis couchée de bonne heure, voilà. Aujourd'hui, maman est morte. À la recherche du temps perdu. Eh bien, ma question, Jacques Mercier, quel est l'incipit de votre intérêt et de votre amour pour la langue française? Je commence le début de la réponse parce que j'ai découvert que Jacques Mercier, depuis l'âge de 14 ans, s'intéresse à la langue et dans un journal des scouts, il signait « Fan ironique », le nom de son totem. Oui, alors, l'intérêt pour la langue française. Alors, depuis tout petit, je lis les dictionnaires et tout ça, comme un jour, là, j'étais en voiture avec Amélie Nothomb et sa maman. Et sa maman me parlait d'elle en disant, vous savez que quand elle était toute petite, elle passait son temps à plat ventre sur le tapis avec des dictionnaires. C'était vraiment son bonheur. Eh bien, c'est un peu la même chose. Je n'étais pas allongé sur le tapis chez moi avec des dictionnaires, mais il y avait des dictionnaires. Ça m'a, dès le départ, intéressé. Alors, en effet, j'ai commencé un journal de bord assez vite, donc j'écrivais tous les jours. Ça commençait par des bêtises, hein. Le ciel est bleu, j'ai croisé une jolie blonde ou une brune, enfin bref, et des choses comme ça. Et puis, un peu à la fois, j'écrivais et j'ai commencé à noter dans les lectures que j'avais les citations qui me plaisaient, je les recopiais dans des cahiers, je les numérotais, je les classais. Je me souviens que j'avais entouré je les numérotais à la fin, donc humour, avec des petits cercles rouges. Donc ça a toujours été un peu mêlé, la langue française et l'autodérision, comme on l'a vu avec Philippe. Mais mes premiers reportages, effectivement, c'était pour un journal scout, et puis en particulier, comme vous le savez peut-être, avec une interview de Jacques Brel, qui a été, comme on dit maintenant, fondatrice, c'est ça, on dit ce terme-là. Donc j'avais 14 ans, à peu près 14 ans, et pour le journal scout, comme lors des veillées scouts, on chantait les premières chansons de Brel à l'époque, quand on a que l'amour, les pieds dans le ruisseau et tout ça. Et donc on m'a dit, si ça t'intéresse, tu peux venir au repas qui aura lieu avant le gala du soir, et tu peux l'interviewer. Donc j'ai été l'interviewer en duffel-côte gris avec des bâtons, vous vous souvenez, des cordes et des bâtons, comme à l'époque, un petit calepin. Et je suis rentré donc dans la salle où il était, on m'a fait signe qu'il était là, il était occupé de manger. Je suis venu derrière lui, derrière sa chaise, il s'est retourné et il a dit « Assez-vous le journaliste ?» Et ces 2 termes étaient incroyables pour moi. D'abord, vous, à 14 ans à l'époque,
on ne vous voyait personne, enfin plutôt je veux dire les adultes ne nous vous voyaient pas. On disait Mercier au tableau, on ne disait pas voulez-vous aller au tableau Jacques Mercier. Donc le vous m'a donné une sorte, non pas d'importance, mais m'a rassuré, disons, sur mon état d'adolescent qui cherchait sa voie, et journaliste, comme il a répondu à mes questions si gentiment, comme j'en avais pas beaucoup et qu'il a aidé à faire l'article lui-même, comme il m'a encouragé, comme il m'a dit « Venez voir le gala ce soir, vous aurez des places, vous rentrez par l'entrée des artistes », comme j'ai été dans sa loge après, je me suis dit « Mais quel métier fantastique !» Moi qui étais timide, je le suis toujours, timide, je me suis dit « Voilà, pour la presse écrite, il suffit de préparer l'interview, l'article chez soi, dans le secret de sa chambre, avoir 2 minutes de courage pour aller trouver l'artiste, et j'avais compris tout de suite que l'artiste, c'est, on dit maintenant win-win, mais je ne vais pas le dire devant gagnant-gagnant. Vous insultez, Michel. Donc, gagnant-gagnant, évidemment, on sait que l'artiste qu'on interviewe répond aux questions parce qu'il y aura un article et que ça lui fera de la promo, etc. Donc, ce n'est pas une agression, ce n'est pas non plus une intrusion dans le domaine de l'artiste. Donc, il faut le courage. Et puis après, le bonheur est multiplié. Celui d'écrire, de retranscrire ça, celui d'envoyer l'article, celui de le voir paraître, etc., etc. Et à partir de là, je me suis dit, c'est mon métier. Bon, c'est ajouté la radio, la télé, mais l'écriture est venue de là. Et j'ai dû me battre à l'époque contre toute ma famille, contre toute l'école où j'étais, après Maréto. Voilà, on voulait que je sois avocat, que j'aille à l'UNIF. Je me suis battu pour faire ce métier de saltimbanque, comme on dit encore aujourd'hui, je crois. Merci. Deuxième question, placée sous le titre de Monsieur Dictionnaire. Et nous avons vu un extrait. Donc, je rappelle quelques dates. En 2009 et 2010, Monsieur Dictionnaire et Philippe Geluck nous donnent rendez-vous sur la une de la télévision avant le journal de 19h30. Et donc là, c'est le plaisir des mots. Et puis, Jacques a participé à d'autres émissions très souriantes, le jeu des dictionnaires, pendant 20 ans, de 1989 à 2008. D'autres émissions fort en tête, 97-2005, La télé infernale, 2004-2006. Et puis, il faut bien savoir que pendant une décennie, M. Dicot a tenu cette extraordinaire, en 2 mots, qui sort de l'ordinaire, chronique langagière dans le journal La Libre Belgique, et je vous assure que ces chroniques étaient très, très lues. Et quotidiennes. Et donc, ces billets traitaient des belgicismes, tirer son plan, des anglicismes, et pour les anglicismes, il proposait des substituts français. Et nous avons là collaboré, parce que moi, j'allais à Paris, pendant 12 années, j'allais chaque mois à Paris une journée à la Commission générale de terminologie et de néologie, où on fabriquait les mots nouveaux. J'avais un accord entre Belgique et France, et je revenais avec les mots nouveaux, et le premier à les recevoir, c'était Jacques Mercier. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la recherche de terminologie continue, et je pourrais vous donner l'adresse, parce que maintenant, c'est devenu une banque terminologique qui s'appelle France Terme, sur laquelle il y a maintenant près de 8000 termes néologiques qui traduisent les mots anglais. Donc là, nous avons collaboré pour les anglicismes, par exemple, au lieu de tour opérateur, préféré voyagiste. Au lieu de call center, préféré centre d'appel. Donc, les mots nouveaux, et plutôt les termes nouveaux dans ce cas-là, ça suppose aussi soit une base sur l'Internet, une base numérique, mais ça suppose aussi en papier un dictionnaire. Bon, j'aime beaucoup le mot néerlandais Woordenboek, le livre des mots, c'est vraiment ça le dictionnaire. Et puis, ça me fait rêver parfois. Dictionnaire est bien le seul endroit où le mot succès arrive avant travail.
Mais donc, voilà, nous sommes sur la voie des dictionnaires. Jacques Mercier, parlez-nous des dictionnaires, et pas seulement le dictionnaire objet, mais de votre souci d'aller plus loin, de promouvoir la langue française. Bon, d'abord, ça vient de très loin. J'allais à Moucron dans une bibliothèque privée d'un libraire, et je parle de ça parce que, maintenant il est mort, mais il y a une dizaine d'années, je crois, je l'ai retrouvé et il m'a offert un livre. Vous savez, c'était comme à l'époque, on reliait de la même façon tous les livres dans la bibliothèque. Et donc, il m'a offert un de ces livres parce qu'à l'intérieur, il y avait une fiche qui était de ma main où j'avais noté tous les mots que je ne comprenais pas pour aller les voir au dictionnaire. Et je notais à côté. Puis j'avais oublié cette fiche dans le livre et ça l'avait fort intéressé, évidemment. Alors, oui, les mots... alors, en 6e latine, on était encore en Flandre. Ça s'appelait d'ailleurs la Flandre wallonne, à Moucron, avant qu'on ne s'échange avec les fourrons. Et comme c'était un collège, donc il y avait des prêtres qui nous donnaient, à l'époque, cours de religion, mais aussi de géographie, d'histoire et de français. Or, ce collège dépendait de Bruges. Et donc, mon prof de français, en 6e latine, était un prêtre flamand. Au premier cours de français, j'étais un bon élève, j'étais au premier rang. Au premier cours, il dit « le lune et la soleil ». Évidemment, la classe a ri, s'est moqué de lui, a hué, je ne sais pas quoi. Et moi, je trouvais ça très malheureux. J'ai toujours été plutôt du côté de ceux qu'on humilie plutôt que du pouvoir. Et là, je l'ai ressenti très fort en me disant, il faut vraiment apprendre une langue, il faut vraiment la connaître pour ne pas être en but à l'humiliation. C'est pas grave, parce que quand on apprend une langue, on apprend une langue. Et je suis mal placé pour parler de l'apprentissage des langues, puisque j'en connais pas d'autres. Je parviens pas, malgré une femme flamande avec qui je peux parler sur l'oreiller depuis 42 ans. Eh bien non. Et j'ai essayé, hein, j'ai suivi des cours de recyclage, j'étais à la commune de Halle, j'ai tout fait, pas moyen. Bon, enfin bref, oui, donc voilà. le lune et la soleil. Voilà. Et ça m'a donné envie de poursuivre ça, de dire apprenez les mots, ça vaut la peine, il y a des racines à l'intérieur, enfin tout ce qu'on sait autour de la langue française. Et quant à l'émission, alors je vais dire deux petites choses à propos de Gueluc et la première de Carino. Parce que je me souviens peut-être pas des poèmes en particulier que j'ai lus le matin sur antenne, mais je me souviens très bien de cette rubrique que j'avais mise entre 8h30 et 9h le matin. J'avais demandé à tout le monde d'envoyer des poèmes, étant donné que la Belgique est le pays, a dit, Norge, semble-t-il, qui compte le plus de poètes au kilomètre carré. Je lisais donc ces poèmes le matin et je mettais une petite musique après ou un disque qui sonnait. Donc je me souviens très bien de cette chronique. À la fin de la saison, les meilleurs poèmes, dont les siens, avaient déjà été lus et il nous restait quelques poèmes moins bons. Mais bon, je dis, on va quand même les lire. Un matin, j'interviewe Philippe Gueluc, que je rencontre pour la première fois en vrai. Je le connaissais de la télé. Il venait pour une pièce de théâtre. On fait l'interview, tout à fait normal, on s'entend bien, mais bon. Et puis j'ai dit, mais la rubrique suivante, c'est une rubrique de poèmes. Puisque vous êtes comédien, vous pourrez lire les poèmes. Je ne lui ai pas dit qu'ils étaient moins bons et qu'il allait peut-être avoir une surprise, mais ça m'amusait déjà. Donc je lui ai donné les poèmes. Évidemment, on n'est jamais arrivé au bout. Ça a été notre première rencontre et un premier fou rire où je roulais par terre dans le studio. On ne me voyait pas encore, à l'époque il n'y avait pas encore de caméra, mais je m'étais éloigné, je l'avais laissé tout seul se débrouiller. Mes épaules se secouent là comme Bouvard et je roulais par terre et lui n'a pas réussi. On a passé des minutes à s'excuser auprès de la dame dont malheureusement on avait déjà donné le nom sur antenne.
et qui entendait qu'on rit. Alors on dit, c'est pas de vous qu'on rit, et tout ça, enfin on s'est repris. Et deuxième chose à propos de Gueuluc et du jeu des dictionnaires, en 2008, quand j'ai décidé d'arrêter la RTB après 45 ans, donc c'était assez logique, on m'avait demandé de continuer, mais je trouvais que c'était un peu bête de tourner en rond, d'autant plus qu'on a la santé plus âgée par les temps qui courent. Donc je me dis, il y a beaucoup de choses à faire, et écrire en particulier. Donc j'ai arrêté, et on va toujours en vacances ensemble, et je donne ma décision, donc ça devait se faire en septembre, je donne ma décision à Philippe qui dit, c'est très bien, c'est une bonne décision, mais tu dois trouver quelque chose à faire. Sinon, tu vas mourir dans ton divan, bêtement, c'est pas ça que tu dois faire. Donc, trouve quelque chose. Je dis, oui, mais quoi, à part écrire des livres? Non, non, il faut quelque chose de plus solide. Qu'est-ce que tu aimes? La langue française, dit-il. Les mots? Eh bien, fais quelque chose autour des mots. Oui, mais j'ai dit, oui, ok, bon, l'origine des mots, comme M. Dicot dans La Libre, je peux faire ça. Non, 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 dit-il. Quand tu vas être seul, face à la caméra, je te connais, tu vas prendre tes notes, tu vas lire, ça va plus du tout être naturel, c'est pas comme ça que tu dois faire. Il faut le faire en duo avec quelqu'un. Bon, alors, je passe dans ma tête et avec lui quelques personnes avec qui j'aurais pu faire ça, dont Jean-Luc Fonck, par exemple, avec qui je me retrouve en télé ces temps-ci. Et je dis, écoute, le seul avec qui je pourrais faire ça, c'est toi. Mais il était en pleine, en 2008, c'était toute la France, c'était Drucker, c'était Ruquier, il était parti là-bas, c'était ses albums. Donc je dis, bon, évidemment, tu n'as pas le temps, je ne peux pas te demander ça. Il a dit, écoute, enfin, vous connaissez la solution maintenant, la fin, mais écoute, pour que tu vieillisses moins vite, je suis d'accord de faire ça en plus avec toi. Magnifique. Et j'ai trouvé ça formidable. Magnifique, merci. Eh bien, nous le savons, Jacques Mercier est un homme d'écriture, bon, d'une trentaine d'ouvrages. Je circule en moyen de transport en commun, donc je ne pouvais pas les apporter, mais je vous rappelle quand même donc, qu'il a fait de beaux livres consacrés à notre patrimoine, le grand livre de l'eau, le chocolat belge, le diamant, à la table des grands chefs de Belgique. Et donc je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre, vous savez, c'est d'enseigner, mais c'est aussi d'écrire des livres. Et puis, en prenant du recul, aujourd'hui, en 2022, à quoi ça sert d'écrire des livres alors que la société ne va pas bien et que le monde brûle? Déjà, les lecteurs ont une réponse, puisque j'ai lu il n'y a pas longtemps que depuis la pandémie, il y avait 50% de petits libraires indépendants en plus en Belgique. Je trouve ça extraordinaire, formidable. Et effectivement, tous ceux à qui je parle de livres disent « Ah oui, mais j'ai relu ça, j'ai lu ça ». RTL m'a demandé l'été dernier de tous les matins parler d'un livre de l'été, un livre qu'on n'aurait pas lu ou qu'on voudrait relire. Donc pas les derniers romans ou les derniers essais, mais Le Petit Prince, Les Trois Mousquetaires, enfin François Sagan, Sabatier, tout ce qu'on veut. Donc j'ai fait ça. Donc il y a un mouvement effectivement autour de la littérature. C'est le Clésio qui a dit « J'écris pour survivre ». Je trouve que c'est ça aussi. Quand on lit, quand on écrit évidemment, on sait pourquoi on écrit. C'est une passion, c'est une vocation, on ne peut pas faire autrement. Bon. C'est comme ça, tant mieux si ça peut être édité et ça peut servir à d'autres. Mais moi, j'ai écrit des choses qui ne serviront qu'à mes enfants, par exemple. J'ai écrit des textes que ça n'a aucun intérêt de diffuser, mais je sais que j'aurais voulu poser des tas de questions à mes parents ou à mon père en particulier, et qu'à l'époque, on ne les posait pas. Et on n'a pas le temps parce qu'on est enfant, parce qu'on a autre chose à faire, ou on a autre chose en vue. Mais ça aurait été formidable de découvrir tout à coup 100 pages qu'il aurait écrites sur son enfance, sur ses envies, sur la rencontre de ma mère. Enfin, ça, je sais, il me l'a expliqué parce que c'était aussi un coup de foudre. Mais toutes ces choses-là. Donc, on écrit de toute façon. Alors, pourquoi écrire malgré ce qui se passe? Je vais dire justement, écrivons. Parce que ça nous emmène
Alors, je suis optimiste de nature, mais non. Alors, pas de nature, on ne naît pas optimiste, je crois. On le devient à force de volonté et de recettes. Par exemple, je regarde les titres le matin de la presse, en général. Bon, il y a peut-être un ou deux trucs qui m'intéressent, mais je ne regarde pas les journaux télévisés qui commencent par des viols ou la guerre en Ukraine. Je sais qu'elle existe, c'est pas pour ne pas le savoir, mais je ne veux pas m'appesantir, je ne veux pas être dans le voyeurisme de tout ce qui se passe. Sinon, effectivement, je reste sur mon divan et je m'endors doucement, il y a rien à faire. Non, il faut croire. Donc, ça demande une certaine discipline. Il faut le vouloir, je dis, il faut avoir cet état d'esprit qu'il est plus beau de se promener comme ce matin dans le bois que de voir un débat politique, je dirais, sur une chose sans importance qui arrive, si c'est sur l'avortement ou autre chose, soit, mais ça, on ne se coupe pas du monde. Mais il faut faire ses choix et il faut dire vraiment que ce qu'on nous propose dans les médias, dans la presse, et encore plus par l'image qui s'est ajoutée à tout ça, y compris en radio maintenant. Donc, il faut... vous savez, vous avez parlé du chocolat, j'ai fait 7 livres sur le chocolat. J'ai vu mon cardiologue la semaine... Je vois tous mes trucs, et mon cardiologue m'a dit 1 kilo de plus qu'il y a un an, je le vois tous les ans, et on passe en revue, et il dit, ah oui, bon, je dis, j'ai mangé nouveau beaucoup de chocolat. Alors il me dit, vous l'avez eu, vous l'avez savouré pendant beaucoup d'années. Et à un moment donné, il faut se dire, il y a des choses qu'on ne fait plus, et c'est comme ça dans tous les domaines d'ailleurs. Il y a des choses qu'il faut faire moins ou autrement. Alors, prenez un chocolat de temps en temps, mais n'allez pas prendre un bâton de chocolat tous les soirs avant d'aller dormir. Sinon, vous viendrez me voir plus souvent et on aura des problèmes. Et, oui. Enfin, voilà. Voilà, merci. Alors, amoureux de la langue française, il a vraiment beaucoup d'ouvrages consacrés au français. Voilà, par exemple, le français tel qu'il se parle en Belgique, au cœur des mots, le plaisir de la langue française en Belgique. Et vous voyez, ce qui est remarquable, c'est qu'il associe le français à cette petite partie de la francophonie que nous occupons et qui est la Belgique. Et cet amour va même plus loin, puisqu'il aime même les dictées. Il s'est occupé avec Madame Balfroy de la dictée du Balfroy. Il est venu, moi je m'occupe des championnats d'orthographe de Belgique, il est venu lire la dictée des championnats d'orthographe. Et puis, orthographe, ça veut dire grammairien, et donc il a même consacré un livre sur les maîtres de la langue française en Belgique. Et une maîtresse. Voilà, donc Joseph Hans, Maurice Grevis, André Gauss, ça c'est un poète, lui-même, voilà. Donc... Jean-Pierre Verhegen. Voilà, Jean-Pierre Verhegen. Et puis, je m'étais dit que j'allais poser une question sur l'évolution de la langue. Puis c'est trop grand, nous n'avons pas le temps. Je vais diminuer ma question. Et pour un point qui est à l'ordre du jour, que pensez-vous, Jacques Mercier, de l'écriture dite inclusive et du point médian? Bon, alors, l'écriture inclusive s'inscrit dans 2-3 choses nouvelles. La féminisation des noms de métiers. Et des textes. Et des textes, ça on est d'accord, puisque vous l'avez vous-même fait passer chez nous et ailleurs. Et il y a d'excellents livres là-dessus aussi. Donc ça c'est bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle de mettre les deux. Donc hommes et femmes ou les humains. L'écriture épicène. Voilà. On voit que vous avez donné cours de français. Un petit peu. Très professeur, je trouve. Hein. C'est bien, mais ça nous rajeunit tous. Quant à ces « e » ajoutés et les points, ce beau point médian qui remonte à très loin, hein. Je pense qu'il remonte à l'Antiquité. Hein. Les 3 premiers signes de ponctuation. Voilà.
à la place de... on mettait le point médian... À la place du point-virgule ou du deux points. Et à la place de l'espace entre les mots aussi à un moment donné. Donc c'était très utile. On ne le trouve pas sur les claviers, si? Non. Non, déjà, il faut faire deux touches. Ah oui, déjà, c'est simple. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que ça rend la langue française encore plus difficile et plus illisible qu'elle ne l'est. Je trouve qu'il faudrait plutôt un neutre. Quand on dit les humains, ça pourrait être neutre. Ou l'homme, enfin oui, voilà. C'est un vaste sujet qui est plutôt... un sujet de civilisation, de société. Oui. Alors j'ai suivi comme vous toute l'évolution de l'égalité de l'homme, de la femme, des genres, des transgenres, etc. Autant le racisme aux États-Unis, etc. Tout ça sont dans les termes, dans les mots, font partie des mots. Le titre qu'on change des 10 petits nègres d'Agatha Christie en « Ils étaient 10 » est assez symptomatique de ça. Pourquoi pas? Sauf que les 10 petits nègres correspondent à 10 statuettes qui étaient sur une île, si je me souviens bien de l'histoire, et bon, ma foi, c'était pas du racisme ordinaire. Mais enfin, bon, voilà. Comprenons, il vaut mieux plus que moins. Cela dit, je ne sais pas, j'attends de voir. Je ne suis pas persuadé, mais est-ce à notre âge qu'on doit être persuadé de ça? Je crois que c'est André Gauze qui me rappelait qu'il avait fallu 100 ans pour que la virgule soit acceptée par les écrivains et par les usagers de la langue. Donc, imaginons que tout va plus vite, il est possible que dans quelques années, l'usage étant... Ce que j'ai appris en étant ensemble au Conseil de la langue pendant 8 ans, je crois, ce que j'ai appris là, et qui m'a été... qui était un peu... contraire à ce qu'on avait appris et à ce que vous avez appris sûrement, c'est que la langue n'est pas imposée, ni par l'Académie française, ni par les auteurs, ni par tout le monde. C'est l'usage qui fait la langue, on est bien d'accord. Donc, je me souviens d'un billet que j'avais fait en disant que c'était pas bien de dire tout à fait. À l'époque, on disait beaucoup oui. Tout à fait au lieu de oui. Ça va tout à fait. Et je trouvais ça pas juste parce que tout à fait, ça voulait dire totalement. Et Marc Wilmet, qui dirigeait le conseil, m'avait pris à part. Il n'avait pas fait devant tout le monde. Il avait dit, j'ai lu votre article ce matin, mais méfiez-vous parce que si vous réfléchissez bien, tout à fait ajoute quelque chose au oui qui s'est amoindri, qui s'est appauvri. Quand on dit tout à fait, c'est oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. On renvoie à l'autre qui peut, tandis qu'on dit ça va bien? Oui. Ça a l'air de pas aller bien finalement. Le oui ne veut plus dire grand-chose tout seul. Donc le tout à fait. 10 ans plus tard, en effet, tout à fait rentré dans les dictionnaires, était admis, etc. Et il avait raison. Donc, ce qui veut dire que c'est nous qui faisons la langue. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la surveiller, qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas bien l'écrire, c'est qu'il faut l'encourager, d'autant plus que la pub et les médias, eux, suivent l'usage et pas toujours le bon usage. Et ça, c'est un autre problème. Et c'est un gros problème. Je me souviens qu'Antoinette Spaak, c'était à l'époque, était une grande militante de la pub. Elle voulait qu'on change tous les termes anglais dans la pub. On lui a expliqué qu'en Belgique, c'était impossible, puisqu'il y avait 2 communautés de langues, et que si, enfin, c'est comme le mot belge ring, pourquoi pas dire ceinture? On dit petite ceinture, on dit ring. Pourquoi? Parce que ring dans les 2 langues, c'est facile. Communiquer en flamand, il y a en français, donc les mots anglais. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on devrait avoir une langue universelle. Imaginons l'anglais, mais ça peut être autre chose. Le chinois, ça va être difficile, ou le japonais. Mais bon, imaginons. Et une langue, je dirais maternelle ou régionale, vernaculaire, ça qu'on dit, qu'on apprend et qui sont nos racines. Ça, ce serait bien. Donc, on cultive ça, mais on peut parler avec les autres
d'une manière plus désinvolte, sans bien connaître la langue, mais on se fait comprendre. D'accord. Ça s'appelle le globish, je crois. Oui. Le globish, c'est l'anglais qui est parlé par les ambassadeurs africains. C'était comme ça que c'était dit à l'époque, parce que c'est eux qui parlaient le plus globish de tout. Merci Michel. Alors, dernière question. Faire l'avenir. Et j'ai trouvé une citation de Bernanos. Bernanos écrit « Il ne nous appartient pas de connaître l'avenir, mais de le faire. » Alors, Jacques Mercier, cher Jacques, l'avenir, avec quel heureux projet le ferez-vous en 2023 ? Alors il y en a beaucoup, je vais me concentrer sur un qui s'appelle Heureux, en effet. Alors, j'ai déjà publié une partie d'autobiographie il y a 3 ans. Et là, c'est une autre forme d'autobiographie, mais qui colle avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos du bonheur, de l'optimisme et d'être heureux. J'avais répertorié, sans savoir ce que ça pouvait devenir, je pensais, je ne sais plus qui a... Justement, il est mort, Christian Bobin, qui écrivait par fragments. Et donc, c'est un peu ça. J'avais répertorié dans ma vie une cinquantaine, comme ça, à première vue, une cinquantaine de moments de bonheur parfaits, pour moi en tout cas, parfaits, qui n'ont rien à voir avec... ni la réussite, ni le plaisir, ni celui d'avoir des enfants, etc. Qui sont des moments uniques. Alors, je me suis dit, je vais les raconter à la première personne, en faire des petits trucs, puis j'ai mis ça dans le contexte, mis en abîme. Par exemple, si je parle de promener dans les bois, le silence n'est pas le silence dans les bois. Bon, qu'est-ce que le silence? Où le trouve-t-on? Dans les grottes, dans l'espace? Donc j'ai cherché, j'ai fait des recherches, donc il y a une page ou deux là, et puis à la première personne, je me mets en situation, je me promène dans le bois, il y a tel arbre, il y a tel truc, et tout ça, je suis heureux. Donc il y a 50, 60, ça s'appelle heureux, et donc finalement, parmi les moments de bonheur, il y a par exemple des fous rires avec Gueuluc, donc je décris un fou rire. Le fou rire est un moment de bonheur. Et j'explique, au fond, ce sont des exemples pour inciter les gens à être heureux et à se dire, tiens, moi aussi j'ai vécu ça ou je peux vivre ça. Mais c'est surtout pour se dire une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est qu'il faut savourer profondément le présent de ce bonheur. Et j'ai vu un film de Brel il n'y a pas longtemps, à la Fondation Brel, où tout à coup j'entends Jacques Brel dire « Ce qui est énervant, ce sont les gens qui sont devant un coucher de soleil fabuleux et qui disent, je les entends dire, dommage que ça va s'arrêter. » C'est ça, c'est un problème. Quand on regarde un coucher de soleil, on le regarde, on vit, on s'imprègne de ça, et puis on reprend des forces, on se ressource, comme on dit beaucoup maintenant, et c'est ça. Alors, je vais compléter vite fait. Ce Heureux va être un livre, il est en... je reçois la semaine prochaine, donc c'est la mise en page, les corrections sur épreuve. Ça va sortir à la foire du livre. Entre-temps, un pianiste qui était le pianiste de Pierre Absat, Jean-François Maljean, m'avait contacté en demandant de mettre en musique certains poèmes ou mettre de la musique sous des poèmes. Il triomphe, lui, en Chine, non pas au Japon, mais en Chine. Il a 2-3 tubes. Il va là-bas, il remplit des salles de 10 000 personnes. Vous allez dire en Chine, c'est plus facile que chez nous. Mais en dehors de ça, il faut quand même les amener dans une salle. Enfin, il est pianiste, donc. Et il a mis donc en musique, il a mis de la musique sous quelques-uns de ces moments de bonheur. Quelqu'un d'autre a dit, et si je mettais ça en scène sur scène, ça pourrait aussi appeler heureux. Et c'est pour le moment Luc Petit qui fait ses grandes mises en scène là, à la Louvière ou ailleurs, Pinocchio récemment. Et puis là-dessus, une éditrice a dit on fait un disque aussi. Donc, Heureux va être l'ensemble de tout ça. C'est un des projets. Bon, à part ça, j'écris une comédie musicale pour
qui sera créé à Varsovie l'année prochaine. Voilà. Bon, tout ça pour ne pas vieillir. Michel, merci beaucoup. Merci. Jacques, et bonjour à tous, évidemment. J'ai réfléchi longtemps, Jacques, à propos de la manière qui serait mienne pour te présenter, parce que je sais que dans le public que nous avons, chacun de nos amis possède son Jacques Mercier, un souvenir de toi, etc. Et par ailleurs, je ne voulais pas non plus que se répète ce qui a été dit, et fort justement et fort joliment, avant moi. Alors, tout en réfléchissant, j'ai pris l'option de reprendre une fois encore ton moment de grâce, qui est un moment de grâce pour le lecteur d'abord. Et je me suis dit, c'est bien dans la poésie que je vais trouver Jacques Mercier. Et je me dis, je ne risque pas de me tromper beaucoup parce que la poésie étant le langage intime, c'est donc le Jacques Mercier intime que je vais retrouver à travers tes mots. Et il me semble, quand j'ai effectué ce travail, ce nouveau travail, je me suis dit, mais c'est tout de même étrange que les poèmes sont inspirés, non pas par les connaissances qu'on peut avoir, par la raison, mais que tous ces poèmes proviennent d'un mélange de sens. En fait, les sens pour toi sont absolument essentiels. Et puis j'ai pris ma grosse voix et j'ai dit, mais c'est très facile. Jacques Mercier est un sensualiste. Sensualiste. Et je me dis, voilà, John Locke en a déjà parlé. Il disait que nos connaissances ne viennent pas de la raison, mais viennent de l'usage des sens. Est-ce que tu peux partager ce point de vue? Oui, j'ajouterai le cœur aussi, parce qu'il semble qu'il y ait un cerveau dans le cœur, dans l'intestin aussi, semble-t-il, mais bon, retenons seulement le cœur et le cerveau. Oui, les sens, c'est forcément, enfin, c'est une manière très complète d'entrer en contact avec l'extérieur de soi-même, avec les autres, avec... C'est le parfum, c'est la vue, c'est la mélodie d'une voix, donc c'est logique. Et pour écrire un poème, comment on écrit un poème? Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'ai jamais corrigé un poème. Ils m'ont toujours été donnés par une sorte de fulgurance, je ne sais pas, tout à coup, même encore maintenant pour les haïkus, tout à coup je me dis, je dois écrire un poème, je dois écrire un haïku. Et je le fais, et ça vient assez vite. Si jamais, ça arrive quand même, je le trouve pas bon, je l'efface ou je le supprime, je le garde pas. Mais donc, je fais pas un travail de correction. Ce qui veut dire que je ne sais pas non plus d'où vient l'inspiration. L'inspiration vient de ce qu'on a gardé dans la mémoire. Forcément, on dit que la mémoire est reliée, Théard de Chardin disait ça, à la noosphère qui entoure la Terre, c'est-à-dire nos pensées, disons, noosphère, nos pensées qui entourent la Terre et que des artistes peuvent aller puiser, qu'il y a une brèche tout à coup qui tombe sur quelqu'un. C'est une belle image, je ne crois pas que ce soit exactement comme ça, mais je trouve ça intéressant comme image. En tout cas, la sensualité, on est d'accord, oui, la sensualité. Mais je crois que tu le déclines aussi, tu la déclines très joliment dans ta poésie, de la manière suivante. Tu me diras comment tu réagis par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a tu parlais heureux, tu disais heureux, tu parlais de bonheur, etc. Il y a dans ta poésie un bonheur perceptif qui existe à travers ce qu'on lui donne, à travers ce que tu ressens. Et tu le dis plein de fois,
en fait, je dirais ta sensorialité se mesure à la qualité de la communication que tu reçois de tes apprentissages sensuels. Et on trouve plein d'exemples dans ta poésie. Je citerai certaines petites choses. Parfum inconnu, couleur aux 1000 nuances, goût de vanille, un goût de première fois, un peu de gingembre pour parfumer ta soirée. Voici les parfums, les senteurs les plus étranges. Ça, c'est donc ce que je dis, le bonheur perceptif. Et puis, tu en parles presque à toutes les pages. Il y a, même quand tu n'en parles pas, tu sembles le penser, une douceur de vivre à travers les sens. Est-ce que tu pourrais en parler de cette douceur de vivre? Là aussi, je parlais de discipline tout à l'heure pour le bonheur. Je crois qu'on doit essayer d'être le plus possible en accord avec soi-même. Bon, tout remonte à l'enfance, on le sait, pour chacun de nous. Bon ou mal d'ailleurs, remonte à l'enfance. Il se fait que j'ai eu une enfance qui était très sensible. J'étais très sensible à tout. Je pleurais facilement, je riais facilement, j'avais des fous rires déjà, et j'étais puni parce que je faisais rire mon père quand il prenait son potage, et plutôt, quand on prenait le potage, je riais et j'éclaboussais sa chemise blanche du dimanche. Il n'était pas très content, il trouvait qu'il fallait que je me réserve. Donc tout remonte à l'enfance. Et dans l'enfance, en effet, tous les sens m'ont été donnés, peut-être, alors j'en sais rien, mais peut-être par le scoutisme, parce que, étant de Moucron une ville ouvrière, disons, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien, donc les journées scouts nous emmenaient plus loin, donc en voyage vers l'inconnu, et dans la nature, qui n'apparaissait que là. C'était pas à l'école, il y avait des marronniers à l'école, oui, dans la cour, il y avait des marronniers, mais c'était tout. Et donc, il est possible, ça m'est vraiment frappé. Ce que je retiens maintenant, si j'ai envie d'imaginer le bonheur, je vois les étincelles d'un feu de bois avec le crépuscule et tous les scouts autour, j'entends les chants en canon, ça c'était joli, les trucs, et tout ce qui se mêle à cette époque-là, c'est-à-dire effectivement les jeunes filles qui passaient comme des biches autour de ça et qu'on n'abordait pas parce que ça ne se faisait pas et parce qu'on était plutôt sentimentaux et non pas dragueurs. Moi, j'ai jamais dragué quelqu'un. Et puis, pour aller au-delà de ça, pour l'environnement et tout, et pour la vie, alors, je ne sais pas si c'est un secret ou quelque chose comme ça, mais je dois dire que je n'ai jamais rien demandé dans ma vie. Ça sous-entend que je n'ai jamais été déçu d'avoir un non ou un refus. Je n'ai jamais rien demandé, ça va peut-être vous étonner, mais à la RTB, ou même maintenant à RTL et à la RTB, tout m'a été proposé. Je n'ai jamais dit, j'ai une idée d'émission, je voudrais bien la faire. Ça ne fonctionne pas, ça, en général. Parce que la personne à qui on propose ça, elle n'a pas envie de voir dans la presse j'ai eu une idée, je l'ai proposée, je la fais. Ils ont envie de dire, donc il faut, dans ce cas-là, suggérer à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Une idée sur les mots, vous ne pensez pas à une émission sur les mots? Oui, on en parle, on réfléchit chacun de notre côté. Et puis on suggère 2-3 trucs, et puis c'est lui qui a eu l'idée de l'émission, et il la pousse. Ça, c'est formidable. Et donc, j'ai jamais rien demandé, et c'est encore le cas maintenant, mais je dirais même aussi dans ma vie personnelle. Je vis actuellement dans une campagne magnifique, un paysage rural, un patelin du côté de Bassili. Je pensais jamais être là. Tout s'est fait sans moi.
Donc ils ont pensé, ma femme, ses enfants ont dit, bon, voilà, ce serait bien, on vieillit, il faut que ce soit au rez-de-chaussée, etc. Et c'est venu comme... Un jour, on m'a dit, écoute, on doit te parler d'un truc qui va te concerner, on t'en a pas parlé jusqu'à présent, mais dans 2 jours, on va visiter une maison, on croit que c'est la bonne. Moi qui étais content dans mon bureau, où j'avais tout organisé avec mes 5000 livres autour de moi, bien j'accepte, parce que je vois là, d'abord c'était une bonne idée d'aller à la campagne, hein, je crois aux signes et au ressenti. Je crois que je me suis rarement trompé sur les personnes que je croise. Peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie, mais c'est pas beaucoup hein, dans une vie. Je vais avoir 80 ans, donc c'est pas beaucoup de fois. Tous les 40 ans, j'ai rencontré quelqu'un sur lequel je me trompe. Michel Joiret, par exemple, je le croyais gentil. Non, boum. C'est ça. Ça fait tomber ma moyenne. Ah oui, c'est décevant. Non. Mais je poursuis toujours Oui. cette image de l'essence qui se mélange. Quand tu dis les fruits du sorbier sont à savourer plus tard, leur couleur suffit. C'est extraordinaire. Oui. Et puis alors on arrive alors à ce que John Locke qui parlait d'une réflexion qui vient des sens, et je crois que c'est tout à fait juste. En fait, la première réflexion qui te vient, c'est peut-être une réflexion, je dirais, amoureuse. Une réflexion amoureuse, parce que l'amour va te mener à une autre réflexion dans le cours du recueil, c'est une réflexion sur le temps, de réflexion sur la mort, etc. On en reparlera, ce sera ma dernière question. Mais enfin, au service de l'amour, tu dis plein de choses. Tu dis la nuit et le jour, la même obsession d'amour, plume sur les temps. Tu dis aussi une chaleur amoureuse au cœur des pivoines. Un feu d'artifice, les bouquets multicolores, l'amour est unique. Chaque fois, si tu veux, il y a cette sorte de mélange entre le recueil des sens, que tu mélanges immédiatement, et qui débouche sur une réflexion. Donc, je crois que... Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Oui, ça c'est le haïku, c'est l'essence du haïku. Donc, si je puis dire, les sens et l'amour. Alors, l'amour, autant dire tout de suite que ça a dirigé toute ma vie. J'ai toujours été amoureux. Il n'y a pas eu un jour où je n'étais pas amoureux. Depuis que je peux l'être, depuis 5-6 ans. Quand j'avais 5-6 ans, alors bon, ça tombe pas sur les bonnes personnes, c'est une cousine, et puis quand on m'a dit qu'on ne pouvait pas se marier avec une cousine, j'étais mon premier chagrin d'amour. Mais bon, enfin, c'était pas vraiment des gros chagrins d'amour. Mais donc, j'ai toujours été amoureux, et je le suis toujours. Mais profondément, ça ne s'explique pas. C'était un coup de foudre, ça a été chaque fois un coup de foudre, mes 2 mariages, et c'était tellement évident. Et ça, alors je disais, il faut s'entourer des bonnes personnes. Là déjà, c'est quelque chose à faire. Quand on est amoureux de quelqu'un et que c'est réciproque, tout est plus simple, tout est plus facile, tout est relatif. Il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est l'amour, c'est de s'aimer. Quand j'apprends en plus, dans les religions, ou pas dans les religions, que la seule clé à l'humanité, aux civilisations, à l'au-delà, c'est l'amour, ben, je dis, ça tombe bien. Hein? Voilà. Et mon père m'a un jour dit, adolescent, donc il était très bien, il m'a donné des pistes sur beaucoup de choses, et un jour il m'a dit, tu sais, tu as peur de l'enfer et de ne pas aller au paradis parce que tu fais des péchés, comme on t'a expliqué à l'école. Écoute, il y a une chose qui comptera quand tu meurs, c'est ta capacité d'aimer. Si tu peux aimer, tu ne dois te faire aucun souci, tu vas survivre éternellement. Si tu n'aimes pas, bah, tant pis, tu as eu ton bonheur relatif sur terre. C'est une leçon que l'on trouve également à travers ta poésie, comme tu l'exprimes si bien après toutes ces choses que tu as acquises, tu as un sentiment de gratitude qui se décline, mais presque à toutes les pages.
comme s'il disait chaque fois merci, ce bonheur existe, merci la vie, merci d'exister toujours, etc. C'est exact. Ah oui. Il n'y a pas un moment où je ne dis pas quelle chance. Donc, merci. Je ne sais pas, je dis merci comme ça, dans le doute à tout le monde, et à l'univers, et à la source qui a créé l'univers, peut-être, je ne sais pas. Je dis merci aux gens qui m'entourent, je dis merci à ceux qui me proposent des choses, je dis merci à Michel Joiret qui a fait ce non-dit, qui m'a procuré plein de plaisir, à Sandra qui a édité. Quand on ressent le bonheur, ça vient jamais de soi-même, ça vient forcément d'autres qui nous donnent ce bonheur, qui nous apportent ce bonheur. Bien sûr, il faut avoir la faculté d'être heureux. Ça, je pense qu'il faut essayer d'avoir la faculté d'être heureux. Une disposition naturelle. Voilà, une disposition pas naturelle, une disposition qu'on qui doit... s'éduque. Oui, qui doit s'éduquer, qui doit, comme je disais tout à l'heure, ne pas regarder les mauvais trucs des JT, on dort mal, et puis voilà, à quoi ça sert, on est de mauvaise humeur le lendemain, et son entourage n'est pas... On n'est pas bien avec l'entourage. Mais la gratitude, c'est vrai. Le merci est probablement le plus beau mot de la langue française, merci. Plus qu'amour, parce qu'amour, il est général, particulier. Mais le merci, c'est vraiment accorder de l'importance aux autres, plus qu'à soi, c'est remercier, c'est prendre la main qu'on a tendue, etc. Ça, c'est vraiment essentiel, oui. Voilà. Et ici, c'est un peu ce que je craignais, c'est que je vais donc devoir répéter ce qu'on a dit avant moi, qui est très juste, c'est ta capacité d'optimisme. L'optimisme, on en a parlé, mais alors je préfère rebondir sur une pensée de Camus. Il faut une rare vocation pour être un jouisseur. Tu es d'accord avec ça? Oui, peut-être, oui, c'est ça. Mais il faut avoir la chance d'avoir trouvé les choses et les gens qui ont amené à pouvoir jouir de la vie. Oui. Ça, c'est important. Si je n'avais pas croisé Brel et si j'étais devenu avocat ou quoi, je crois, bon, peut-être ça aurait été bien, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, mais ça aurait été forcément un travail, un truc. Là, j'ai eu, grâce à Brel, l'occasion de ne jamais travailler. En fait, le mot travail, je ne le connais pas. Alors, ce qu'on fait, et à la radio, la télé, n'importe où écrire des livres, c'est fatigant, bien entendu, et ça demande de la concentration, du temps, on est d'accord. Mais c'est pas un travail. Pour moi, le travail, c'était... mon père travaillait dans une usine, c'était ça. Il m'a montré le travail dans une filature de toutes ces ouvrières avec le bonnet rose pour que les cheveux ne prennent pas. Et lui, les payait. Donc il était, je sais pas, employé-payeur. Et il m'amenait parfois, je les voyais venir fatigués, rechercher leur paye journalière encore à l'époque parfois, en liquide comme ça. Et je trouve ça, c'est du travail. Oui. Ça, c'est du travail. Donc, il faut essayer de s'en détacher. Bon, il y a de nombreux livres qui ont été écrits là-dessus, à commencer par Marx et Le Capital, je ne me trompe pas. C'est Le Capital de Marx, oui. C'est ça, hein, je crois. Enfin, qui explique que la condition de travail au Qatar ou ailleurs est inacceptable et on doit s'en détacher. Mais je vais encore dire un tout petit truc par rapport au bonheur et au privilège que j'ai. J'ai compris très vite qu'il fallait dire merci et qu'il fallait faire attention et qu'il ne fallait pas s'enorgueillir de ça. C'est pas un point d'honneur dans l'histoire. Quand je faisais le petit matin, où j'ai appris à me lever à 5 heures du matin, et ce que je continue à faire maintenant, parce qu'on a l'impression d'avoir 2 journées, on me disait « Oh là là, ça doit être dur, ça doit être fatigant, oh, tu as du mérite d'aller faire ces émissions à 5h30 du matin. »
Je disais, mais non, enfin, c'est insensé, il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je vais à 5 heures du matin, soit je suis payé pour le faire, bien payé pour le faire. J'y vais, on est dans un studio, j'avais une assistante qui préparait le café, les disques, j'allais les écouter avec volupté, je les avais choisis la veille en choisissant des choses optimistes déjà. Je ne mettais jamais 5 minutes de Léo Ferré avec le temps le matin quand on se lève, hein. Sinon tout le monde repart chez soi. Donc il fallait faire ce choix et j'essayais d'animer. Et puis après, bon, il y avait des déjeuners avec les maisons de disques, les artistes, et puis je rentrais chez moi et la vie. Je suis privilégié par rapport aux personnes qui m'écoutent et qui ont besoin d'un sourire, d'une voix, de disques, et qui vont, eux, dans un endroit où peut-être, ou probablement, la plupart ont des difficultés à faire ce travail, ou doivent le faire. Et donc, j'ai appris, même avant ça, mais j'ai toujours appris à relativiser les choses. Il faut être conscient de son bonheur, mais il faut dire merci, il faut mettre les choses en place. Voilà. Et tu le dis explicitement, retrouver la joie, l'éclaboussure des rires, le soleil d'hiver. Mais quand nous avons travaillé autour du non-dit qui t'est consacré, j'ai été quand même très surpris de ta réponse à une de mes questions quand tu m'as dit « Attention, ma voix est plus légère que je le suis. Ma voix est plus légère que je le suis. » Ça veut dire qu'il y a malgré les apparences, les sens, la gratitude, oui, tout ça, il y a un deuxième Jacques Mercier quelque part. Il y en a beaucoup. Qui est un deuxième qui est caché et qui dit voilà, je ne suis pas aussi léger que je pourrais paraître. Je le dis dans la poésie parce que la poésie est dans la littérature ce qui est le plus vrai. La poésie, on l'écrit pour soi, donc on l'écrit sincèrement. On ne l'écrit pas pour les autres au départ, on l'écrit pour soi parce qu'on est obligé. Donc c'est le plus vrai. Alors, je peux répondre à ça assez facilement. Je crois à la magie du spectacle. Donc j'ai fait un métier public, radio-télé, et j'étais au service des gens qui écoutaient, qui regardaient, et je les faisais sourire, ou j'apprenais la langue française, ou ces choses-là. Mais il était hors de question de dire ce que j'ai suggéré tout à l'heure. Ça m'a pris 5 heures pour faire ça, je suis fatigué. Ou bien, on est mal payé. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui disaient on est mal payé sur antenne. Je trouvais ça un peu violent, parce que tout est relatif. Bon, mal payé par rapport à quoi? S'ils voulaient aller à Paris travailler, à Paris, ils étaient mieux payés. Mais alors, il faut aller à Paris, il faut faire ses choix, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, j'ai toujours pensé qu'il y avait une sorte de respect des autres dans nos métiers publics, à ne pas montrer l'envers du décor. C'est comme si, enfin, c'est une façon de faire de l'art aussi, mais c'est comme si on fait une pièce de théâtre, et puis tout à coup on dit, mais vous savez, on est vraiment des acteurs, oubliez les rôles qu'on a. D'ailleurs, on va vous montrer le bord, il y a des échelles derrière, on casse tout. Et je crois que quand on communique avec le public. Alors, donc vous avez compris ce que je voulais dire. Et il y a une chose quand même que je ne comprends pas. Je suis occupé d'y réfléchir depuis quelques jours. Je ne parviens plus, moi personnellement, à lire des livres tragiques. À lire des livres avec des morts et même des policiers où il y a un suspense. Je ne parviens plus, je me dis pourquoi on fait ça. Et ça rejoint ce que je disais sur le journal télévisé et tout ça. Je pense qu'on aurait intérêt à redonner à l'art, à tous les arts, ce que dans certains cas c'est resté, parce que dans la musique, bon, on peut difficilement, enfin ça existe aussi, mais si on écoute du Chopin, c'est pour écouter du Chopin, pour s'envoler, pour être bien, pour être heureux, pour communiquer avec l'artiste. Là, c'est bien. Mais quand on écrit un roman tragique ou pervers, érotique, pourquoi? Si c'est pour en vendre,
alors on ne fait pas le même métier. Voilà. Mais là aussi, tu es explicite, tu me réponds un jour, tu dis ceci, la lucidité, c'est aussi de ne pas s'attarder dans l'enfer. Voilà, exact. Je t'ai dit ça, ben c'est juste. Pouvoir le quitter, voilà. Et c'est juste. Ma dernière question, Jacques, qui concerne une autre phrase que tu m'as envoyée, une autre réflexion, quand tu dis « je me montre pudique » avec mes propres angoisses. Bon, d'abord les angoisses, on sait ce que c'est. La pudeur, tu as parlé de la timidité. Est-ce que la pudeur peut être reliée à la timidité? Et les autres, le souci des autres, qui rejoint finalement aussi tes préoccupations. Tu pourrais parler de ça? Oui, bah, ça vient de l'enfance, j'imagine. J'avais des parents métissés d'une certaine façon. Du côté de ma mère, c'était des bourgeois avec des parcs et tout ça. Et du côté de mon père, comme je l'ai dit, il travaillait dans une usine. Il était officier payeur de l'usine. Et son père était commissaire de police. Ce qui était très mal vu du côté de ma mère, où ils étaient tous architectes, médecins, missionnaires aussi, il y en avait. Bon, il y avait tout. J'allais... Le dimanche, par exemple, j'allais le dimanche matin d'un côté, chez ma grand... J'ai pas connu mes deux grands-pères, et je le regrette. Il y en a un qui est mort de chagrin pendant la guerre, et l'autre qui avait été construire des maisons en 1900 à ce qui était le Congo encore, et pas encore belge, des maisons, donc c'était... Il ne coupait pas des mains, lui, hein, donc il construisait des maisons. Il est mort d'une maladie tropicale, forcément. Enfin, forcément. À l'époque, oui, hein. Et donc, j'allais d'un côté, et il y avait une façon de voir les choses. Ma grand-mère paternelle lisait des policiers sur la toile cirée de sa cuisine. J'allais de l'autre côté, je devais vouvoyer ma grand-mère. Les enfants étaient mis à part des parents, on vouvoyait, il y avait une espèce d'interdit, de secret. Alors nous, on reprenait le tram qu'il y avait encore à l'époque à Moucron pour entrer chez nous, les autres appelaient un taxi, etc. Je trouvais ça incroyable, un taxi à Moucron. Il n'y en avait qu'un d'ailleurs, devant la gare, et mon père disait que c'était un métier de paresseux, parce que il n'y avait pas beaucoup de monde qui prenait le taxi, donc il restait dans la voiture toute la journée. Donc j'ai appris tout de suite qu'il fallait accepter la différence chez les autres et qu'il ne fallait pas... Alors, j'avais des cousins qui se vantaient de ça, et je trouvais ça ridicule. Ils humiliaient ceux qui venaient d'ailleurs. Et moi, inversement, je ne voulais pas dire ma grand-mère, elle m'a raconté des histoires incroyables, elle m'a fait boire un petit peu de la Crima Christi en cachette, mais c'était magique. Et souvent, mon père a joué ce jeu, et ma mère aussi. Ma mère était très sévère, donc... je sais pas, on ne pouvait pas aller au restaurant à Moucron parce que ça sous-entendait qu'elle ne savait pas faire la cuisine. Voilà, on en était à des raisonnements, les apparences, les trucs, on ne pouvait pas... ils étaient 8 enfants dans la famille là-bas. Donc si je parlais à une fille quand j'étais adolescent à Moucron, quand je rentrais à la maison, elle le savait. On venait lui dire tout ça, je disais, c'est quoi cette histoire de fille? Et mon père, c'était le contraire. Donc, il disait, tu connais la famille de ta mère, faut pas t'inquiéter, c'est comme ça. Une fois, il y a eu une histoire, et je vais raconter ça, et puis on va se séparer là, mais je faisais la route entre Moucron et Tournai en train tous les jours, c'était long, et il y avait... des compartiments avec les étudiants, filles, garçons différents. Les filles en uniforme bleu marine et tout, qui allaient au Sacré-Cœur à Tournai. Et il y en avait une qui se penchait par la fenêtre. À l'époque, c'était encore des wagons en bois, là, avec la lanière à l'extérieur, etc. Et on pouvait regarder par la fenêtre. Et donc, je regardais par la fenêtre, et il y avait une fille, une rousse pulpeuse avec des longs cheveux, qui regardait aussi, et tout ça, je la trouvais magnifique, ça y est, j'étais parti, etc. J'écris un petit mot, un petit papier, comment vous appelez-vous, enfin vraiment la base, comment vous appelez-vous, et je suis timide,
je n'ai pas l'occasion ou je ne parviens pas à lui donner. C'était pendant la semaine. Le samedi, ma mère repassait le matin. Et j'étais dans mon bureau, 2e étage, et tout à coup, je l'entends crier d'une voix que je connaissais. C'était qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Ça, je le savais. Donc, je descends en imaginant qu'est-ce que j'ai fait, comment, etc. Elle repassait mon pantalon de la semaine et elle trouve ce petit billet. Et elle dit, c'est quoi ça? Et moi, je rougis, évidemment, et je dis, c'est une fille dans le train. Elle dit, ok. Elle disait pas ok, d'ailleurs. Tu vas dans ta chambre et tu y restes jusqu'à ce soir, quand ton père rentre et on en parlera tous ensemble. J'ai passé une journée dans ma chambre à imaginer les pires tortures. Je m'imaginais dans une oubliette avec au pain et à l'eau, ou bien flagellé, puisqu'il était question de la passion et tout. C'était terrible, terrible. J'avais 2 frères plus grands qui, comme il y avait un petit décalage, ils se moquaient volontiers de moi. J'étais un peu leur souffre-douleur. On m'appelle pour le repas du soir, où tout le monde est autour de la table. Donc je suis là, bon. Mes 2 frères sont là, mes parents sont là, on mange, je mange très peu, mais bon, normalement. Et puis mes frères s'en vont et ils font « bon amusement, hein ?» Comme ça, qui me terrorisait encore plus. Ma mère se lève et dit « je te laisse avec ton père, tu sais de quoi vous allez parler. » Et elle part. Et je reste seul avec mon père qui me dit, je résume, 2 choses, mais importante. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi tu écris aux filles plutôt que de leur parler. Il dit, tu sais que on était 4 garçons, hein, il faut dire à la maison, tu sais que ce sont des êtres comme nous. Hein, donc, il ne va rien se passer. Tu peux leur parler, ils vont te répondre, tu verras quoi. Première chose, donc, voilà. J'avais quand même tout de suite l'impression d'être sauvé par mon père. Il me tendait la main, je coulais là, ma mère, mes frères m'avaient poussé dedans, je buvais la tasse, il m'avait sauvé. Et deuxièmement, il dit, tu dois faire d'autant plus attention que tu es dans un collège, que si c'était pas ta mère, mais un prof qui avait trouvé ça, tu aurais été puni, ce qui était encore plus ridicule. Et d'autre part, tu sais comme est la famille de ta mère, donc fais attention. Ne te montre pas. Fais ça normalement. Et voilà. Et donc, mais dès ce moment-là, il m'avait donné des clés très importantes pour la vie entière, pour les gens que je croisais de n'importe quel milieu et de n'importe quel style, je veux dire, gentil ou pas. Voilà, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, mais j'ai fait un effort. Pourtant, merci Jacques. Merci.